Eduardo Torres possédait tout, la richesse, le pouvoir et une vie de luxe. Mais une rencontre fortuite avec un garçon sans abri offrant une vieille voiture jouet bouleverse son monde. La voiture est identique à celle que son frère disparu tenait le jour de sa disparition, il y a 20 ans. Ce garçon pourrait-il être la clé de la vérité? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Les lumières de la ville scintillaient dans le ciel nocturne, alors qu'Eduardo Torres sortait de la maison, le restaurant le plus exclusif de la ville. À 45 ans, il faisait une impressionnante figure dans son costume sur mesure. Ses cheveux, noirs désormais striés d'argent, distingués aux tempes, étaient parfaitement coiffés. Eduardo consulta sa montre. Presque minuit. Un autre dîner d'affaires conclut avec succès. « Monsieur Torres, votre voiture est prête », dit le voiturier, lui tendant les clés de sa Mercedes noire. Eduardo hocha la tête, glissant au jeune homme un pourboire généreux. Tel était son monde. Restaurant chic, voiture de luxe et gens désireux de lui faire plaisir. En tant que PDG de Torres Enterprise, l'une des plus grandes entreprises de développement du pays, il avait bâti un empire qui inspirait le respect. Mais malgré tout son succès, quelque chose lui semblait toujours vide. Eduardo avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Pourtant, la seule chose qu'il désirait vraiment restait hors de sa portée. La paix. Le vent de novembre pénétra son manteau alors qu'il marchait vers sa voiture. C'est alors qu'il remarqua le garçon. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans, avec des vêtements en lambeaux et des joues tachées de boue. L'enfant était assis sur le trottoir de l'autre côté de la rue, recroquevillé contre le froid, serrant quelque chose dans ses petites mains. Eduardo avait l'intention de partir. Il avait déjà fait des dons de plusieurs millions à des œuvres caritatives pour enfants cette année-là. Mais quelque chose chez le garçon le fit hésiter. Peut-être était-ce le regard déterminé sur son jeune visage, si contrasté avec sa situation désespérée. Contre son meilleur jugement, Eduardo traversa la rue. Le garçon leva les yeux, ses yeux beaucoup plus vieux que son âge. « Mosso, j'ai trouvé ça à la poubelle. Vous voulez acheter ?» dit le garçon, levant une petite voiture jouée en métal. Eduardo allait hocher la tête quand la lumière d'un réverbère voisin éclaira le jouet. Son cœur s'arrêta. La voiture jouet était vieille et usée, sa peinture autrefois rouge écaillée pour révéler le métal en dessous. Mais Eduardo la reconnaîtrait n'importe où. Elle avait un coup distinctif sur l'aile avant droite et une petite rayure sur le capot. Ses mains tremblèrent lorsqu'il tendit la main. « Où as-tu trouvé ça ?» Le garçon haussa les épaules. « Je l'ai toujours eu. C'est la seule chose que ma mère m'a laissée avant de partir. » Les genoux d'Eduardo faiblirent. Il s'accroupit au niveau du garçon, étudiant son visage. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux, quelque chose qui lui serrait la poitrine. « Comment t'appelles-tu » demanda Eduardo, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Miguel » répondit le garçon. « Miguel Soares. Soares. » Le nom frappa Eduardo comme un coup physique. Maria Soares avait été leur femme de ménage il y a 20 ans, à l'époque où... « Et ta mère ?» demanda Eduardo, essayant de garder la voix ferme. « Comment s'appelait-elle » Miguel hésita, regardant ses chaussures usées. « Je ne me souviens pas grand-chose d'elle. Elle est partie quand j'étais petit. Tante Clara dit qu'elle s'appelait Lucia. » Lucia. Pas Maria. Eduardo ressentit un mélange de déception et de soulagement. Mais quand même, cette voiture, ce jouet, dit Eduardo, retournant la petite voiture dans ses mains. Puis-je te l'acheter? Les yeux de Miguel s'illuminèrent. Vraiment? Combien? Eduardo sortit son portefeuille et tendit au garçon un billet de $100. Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. C'est trop cher pour un vieux jouet, dit le garçon, surprenant Eduardo par son honnêteté. Ça vaut le coup pour moi, répondit Eduardo. Ce jouet, il me rappelle quelqu'un. Miguel prit l'argent à contre-cœur, mais ses yeux ne cessèrent de revenir sur la voiture. Eduardo remarqua l'attachement du garçon à celle-ci. « Dis-moi, Miguel, as-tu un endroit où dormir ce soir ?» Miguel hocha la tête. « Je reste chez tante Clara. Ce n'est pas vraiment ma tante, mais elle s'occupe de moi et d'autres enfants. Nous vivons à Riverside. » Riverside était l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Eduardo le connaissait bien. Son entreprise essayait d'acheter des propriétés là-bas depuis des années pour un nouveau projet de développement. Exactement où à Riverside? La vieille maison bleue de la rue Maple, celle avec la clôture cassée. Eduardo connaissait l'endroit.
Clara Mendez refusait de vendre sa propriété, l'une des dernières résistantes à son plan de développement. « Laisse-moi te ramener à la maison », proposa Eduardo, se surprenant lui-même. Il ne déviait jamais de son emploi du temps, soigneusement planifié, et pourtant le voilà offrant de conduire dans le pire quartier de la ville au milieu de la nuit. Miguel sembla soupçonneux. Tante Clara dit de ne jamais aller avec des inconnus. « Ta tante a raison », dit Eduardo. « Mais je promets que j'essaie juste d'aider. Il fait froid et Riverside est loin. De plus, j'aimerais rencontrer cette tante Clara. » Après un moment d'hésitation, Miguel hocha la tête. Ils marchèrent jusqu'à la voiture d'Eduardo, les yeux du garçon s'écarquillant devant le véhicule de luxe. Pendant qu'il conduisait, Eduardo n'arrêtait pas de regarder la voiture jouer maintenant posée sur son tableau de bord et le garçon sur son siège passager. Miguel resta silencieux, regardant par la fenêtre la ville qui défilait. « Ce jouet », dit finalement Eduardo, « il ressemble exactement à celui que mon frère avait quand nous étions jeunes. » Miguel se tourna vers lui, soudainement intéressé. « Tu as un frère ?» Eduardo serra plus fort le volant. « J'avais un frère. Il s'appelait Gabriel. Il a disparu quand il avait 5 ans. J'avais 15 ans à l'époque. »« Que lui est-il arrivé ?» demanda Miguel. Eduardo parlait rarement de Gabriel. La douleur était encore trop vive, même après toutes ces années. Mais quelque chose chez Miguel fit sortir les mots. Nous étions dans un parc. Je devais le surveiller, mais j'étais un adolescent plus intéressé à impressionner une fille que j'aimais. J'ai détourné les yeux de lui pendant quelques minutes. La voix d'Eduardo se brisa. Quand j'ai regardé en arrière, il avait disparu. Il avait juste disparu. Nous ne l'avons jamais retrouvé. C'est triste. Dit simplement Miguel. Eduardo hocha la tête, incapable de parler pendant un moment. Cette voiture jouet était sa préférée. Il la tenait le jour où il a disparu. Miguel baissa les yeux sur ses mains. Peut-être que ce n'est pas la même voiture. Peut-être pas, acquiesça Eduardo, mais il n'y croyait pas. Le coup, la rayure. Ils étaient trop spécifiques, trop familiers. Ils arrivèrent à la maison bleue de la rue Maple. Malgré sa peinture écaillée et son porche affaissé, quelqu'un avait essayé de la rendre accueillante. Des jardinières pendaient aux fenêtres et des dessins d'enfants étaient collés à la porte d'entrée. Eduardo se gara et ils marchèrent jusqu'à la porte. Avant qu'ils ne puissent frapper, elle s'ouvrit, révélant une femme dans la soixantaine, avec les cheveux gris tirés en chignon serré. Son visage était marqué par l'inquiétude jusqu'à ce qu'elle voie Miguel. « Miguel, où étais-tu ? Je me suis fait du souci. » Elle prit le garçon dans ses bras avant de regarder Eduardo avec suspicion. « Et qui est-ce ? » ?»« C'est Monsieur Torres, » dit Miguel. « Il a acheté ma voiture jouet et m'a ramené à la maison. » Les yeux de Clara se rétrécirent. « Torres ? Eduardo Torres ? Le promoteur qui essaie de démolir notre quartier ?» Eduardo remua mal à l'aise. « Le même. Bien que ce soir, je ne sois qu'un citoyen inquiet qui ne voulait pas qu'un jeune garçon rentre seul à la maison par le froid. » Clara l'étudia un moment, puis hocha la tête sèchement. « Merci de l'avoir ramené sain et sauf. » Miguel dit bonsoir et rentre à l'intérieur. « Il est passé ton heure de coucher. Puis-je montrer mes autres jouets à Monsieur Torres d'abord ?» demanda Miguel inopinément. Clara fronça les sourcils, mais quelque chose dans l'expression de Miguel la fit soupirer. 5 minutes, puis au lit. Miguel conduisit Eduardo à travers la maison modeste jusqu'à une petite chambre qu'il partageait avec 2 autres garçons, tous 2 déjà endormis. Sous son lit, Miguel sortit une boîte à chaussures et l'ouvrit soigneusement. « Ce sont mes choses spéciales, » chuchota-t-il, ne voulant pas réveiller les autres. L'intérieur se trouvait quelques trésors. Une pierre lisse, une carte de baseball, une photo délavée et une petite clé sur une chaîne. L'attention d'Eduardo fut attirée par la photographie. « Puis-je » demanda-t-il en la désignant. Miguel la lui tendit. La photo montrait une femme tenant un bébé. Son visage était partiellement détourné de l'appareil photo, mais Eduardo sentit son sang glacé. Il connaissait ce profil. La forme de ses pommettes, la courbe de son cou. « Est-ce ta mère ?» demanda Eduardo, la bouche sèche. Miguel hocha la tête. « C'est la seule photo que j'ai d'elle. Tante Clara dit l'avoir trouvée attachée à ma couverture quand on m'a laissé ici. » Eduardo fixa la photo, l'esprit bouillonnant. Serait-ce possible? Après toutes ces années? « Miguel, c'est quand ton anniversaire ?»« Le
10 avril, répond le garçon. J'ai 9 ans. Eduardo fait rapidement le calcul mentalement. Gabrielle avait disparu il y a 20 ans. Ce garçon n'a que 9 ans. Ça ne pouvait pas être Gabrielle. Mais alors, qui était cette femme qui lui semblait si familière? Il est temps que M. Torres parte, dit Clara de la porte. Eduardo rend la photo à Miguel à contre-cœur. Merci de m'avoir montré tes trésors. Alors qu'il se lève pour partir, Miguel lui attrape le bras. Vous pouvez garder la voiture si vous voulez, puisqu'elle vous rappelle votre frère. La gorge d'Eduardo se serre d'émotion. Merci, Miguel, c'est très gentil. Clara accompagne Eduardo jusqu'à la porte d'entrée. Avant qu'il ne parte, il se tourne vers elle. Ce garçon, d'où vient-il? Clara croise les bras. Pourquoi voulez-vous savoir? S'il vous plaît, dit Eduardo. C'est important. Après un long moment, Clara soupire. On l'a laissé sur mon pas de porte, bébé, avec rien d'autre que cette photo, la voiture jouait et une note me demandant de prendre soin de lui. La note disait qu'il s'appelait Miguel et sa date de naissance. Rien d'autre. Et vous n'avez jamais vu qui l'a laissé? Il était minuit. Quand j'ai entendu le bébé pleurer et suis allé à la porte, celui qui l'avait laissé était parti. Les yeux de Clara se rétrécissent à nouveau. Pourquoi toutes ces questions? Eduardo sort sa carte de visite et la lui tend. Si vous vous souvenez de quelque chose d'autre, quoi que ce soit sur les origines de Miguel, veuillez m'appeler, de jour comme de nuit. Clara prend la carte à contre-cœur. Est-ce une nouvelle ruse pour me faire vendre ma maison? Non, dit Eduardo fermement. Cela n'a rien à voir avec les affaires, c'est personnel. De retour dans sa voiture, Eduardo regarde le jouet dans ses mains. La même bosse, la même égratignure. Ça devait être la voiture de Gabriel. Mais comment Miguel l'a-t-il? Et qui était la femme sur la photo qui lui semblait si familière? Alors qu'il rentre chez lui dans son penthouse vide, Eduardo ressent une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il découvrirait qui était vraiment Miguel, et il découvrirait quel lien le garçon avait avec la disparition de Gabriel. Pour la première fois en 20 ans, Eduardo ressent quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. L'espoir. À la maison, Eduardo se verse un verre et se rend dans son bureau. Du tiroir du bas de son bureau, il sort un vieil album photo. Des pages de photos de famille défilent jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherche. Une photo de leur ancienne femme de ménage, Maria Soares. Il étudie son visage. Pourrait-elle être connectée à cela d'une manière ou d'une autre? Elle avait quitté son emploi peu après la disparition de Gabriel. Son père avait dit qu'elle était retournée au Brésil, mais Eduardo se demande maintenant s'il y a plus à cette histoire. À côté de son ordinateur se trouve le dossier de Gabriel. Il avait obtenu des copies de l'enquête policière il y a des années. Eduardo a examiné ces documents d'innombrables fois au fil des ans, à la recherche du moindre indice que la police aurait pu manquer. Ce soir, il ressort les déclarations des témoins. Quelqu'un avait signalé avoir vu un jeune garçon correspondant à la description de Gabriel, marchant main dans la main avec une femme près de la sortie du parc. Le témoin n'a pas pu fournir une description claire de la femme, seulement qu'elle avait les cheveux noirs et portait une sorte d'uniforme. Un uniforme, comme celui qu'une femme de ménage pourrait porter. Les mains d'Eduardo tremblent lorsqu'il prend son téléphone. Il est tard, mais il ne peut pas attendre. Victor, c'est Eduardo, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. C'est à propos de Gabriel. Victor Santos était le responsable de la sécurité d'Eduardo depuis 10 ans. Si quelqu'un pouvait l'aider à enquêter sur ce mystère, c'était Victor. Alors qu'Eduardo raccroche, il regarde la voiture jouer sur son bureau. Après 20 ans de vide et de culpabilité, il a enfin quelque chose de tangible. Un lien avec ce jour. Terrible. Reste à savoir si cela mènera à des réponses ou à plus de questions. Mais une chose est sûre, Eduardo Torres ne se reposera pas avant d'avoir découvert la vérité sur Miguel Soares et la voiture jouet qui a retrouvé son chemin jusqu'à lui. La lumière du matin inonde les fenêtres du penthouse d'Eduardo alors qu'il fait les 100 pas. Il n'a pas du tout dormi. La voiture jouet est posée sur sa table basse, un signal rouge qui l'appelle du passé. Toutes les quelques minutes, il la ramasse, examine les bosses et les égratignures familières, puis la repose. La sonnette sonne à 8 heures précises. Victor Santos se tient là, ses larges épaules remplissant le cadre de la porte. « Vous avez l'air terrible », dit Victor brutalement en entrant. À 40 ans,
Victor a les yeux perçants d'un homme qui ne manque rien et la présence constante de quelqu'un qui a tout vu. Eduardo passe une main dans ses cheveux ébouriffés. Je n'ai pas pu dormir. Vous avez dit que c'était à propos de Gabriel. Victor avait été engagé longtemps après la disparition de Gabriel, mais il connaissait bien l'histoire. Cela faisait partie de la compréhension de son patron. Eduardo le conduit à la table basse et désigne la voiture jouet. C'était le jouet préféré de Gabriel. Il le tenait le jour où il a disparu. Victor le ramasse, le retournant dans ses mains. Et maintenant, 20 ans plus tard, il apparaît avec un enfant à Riverside. Il s'appelle Miguel Soares. Les sourcils de Victor se haussent. Soares, comme votre ancienne femme de ménage. Eduardo hoche la tête. Maria Soares, elle a travaillé pour ma famille pendant 3 ans, jusqu'à peu après la disparition de Gabriel. Mon père a dit qu'elle était retournée au Brésil. Vous pensez qu'il y a un lien? Eduardo fait de nouveau les 100 pas. Je ne sais pas. Le garçon dit que la voiture lui a été laissée par sa mère, une femme nommée Lucia. Mais quand j'ai vu une photo d'elle, il hésite. Victor, elle me semblait familière. Je ne peux pas la placer, mais je sais que je l'ai déjà vue. Victor s'assoit, l'expression sérieuse. Que voulez-vous que je fasse? J'ai besoin que vous trouviez tout ce que vous pouvez sur ce garçon et sa tante, Clara Mendez. Et j'ai besoin que vous traciez Maria Soares. Si elle est toujours en vie, je veux lui parler. Victor hoche la tête en prenant des notes sur son téléphone. Et la police? Cela pourrait être une preuve dans l'affaire de Gabriel. Eduardo secoue fermement la tête. Pas encore. J'ai besoin d'en savoir plus d'abord. Si cela s'avère être rien, il ne termine pas la phrase. Ils savent tous les deux combien d'indices erronés et de déceptions Eduardo a subis au fil des ans. Je vais m'y mettre immédiatement, promet Victor en se levant. En attendant, essayez de vous reposer. Vous avez l'air sur le point de vous effondrer. Mais le repos est la dernière chose à l'esprit d'Eduardo. Après le départ de Victor, il prend une douche et enfile des vêtements propres. Il y a une réunion du conseil d'administration à 10 heures qu'il ne peut pas manquer. Son père est décédé il y a 5 ans, laissant Eduardo aux commandes de Torres Enterprise, mais le conseil d'administration le surveille toujours de près, prêt à se jeter sur tout signe de faiblesse. À la Torres Tower, Eduardo traverse. Charles Hall avec son air confiant habituel, saluant les employés qui se précipitent pour le saluer. Dans l'ascenseur, son assistante, Sophia, l'attend avec son emploi du temps pour la journée. « Le conseil est déjà réuni », dit-elle, en lui tendant une tablette, et Madame Vega a appelé 2 fois ce matin. Eduardo réprime un gémissement. Camila Vega est sa petite amie intermittente, une belle mondaine qui apprécie le prestige d'être vue avec l'un des célibataires les plus éligibles de la ville. Leur relation est plus pour le spectacle que pour le fond, et ils le savent tous les deux. « Dites-lui que je rappellerai cet après-midi, dit-il en parcourant l'ordre du jour de la réunion. La réunion du conseil d'administration s'est déroulée comme prévu. Rapport trimestriel, stratégie d'investissement et mise à jour des projets. Eduardo répond aux questions mécaniquement, son esprit constamment ramené à la voiture jouet et aux garçons de Riverside. « Monsieur Torres, dit Richard Drummond, le plus ancien membre du conseil. Nous avons toujours des problèmes avec ces dernières propriétés à Riverside. Les récalcitrants refusent notre dernière offre. » Eduardo recentre son attention. Riverside est le plus grand projet actuel de son entreprise. Un vaste réaménagement qui transformera le quartier délabré en appartements de luxe et en espaces commerciaux haut de gamme. Cela leur rapportera des millions, mais cela nécessite le déplacement des résidents actuels. L'un de ces récalcitrants est Clara Mendez, dit Eduardo, se souvenant de la femme sévère de la veille. Je pourrais avoir un moyen de la gérer personnellement. Les membres du conseil d'administration échangent des regards satisfaits. Eduardo ressent une pointe de culpabilité, mais la repousse. Les affaires sont les affaires. À la fin de la réunion, son téléphone vibre avec un SMS de Victor. « J'ai trouvé quelque chose. Rendez-vous chez vous à 19 h. Le reste de la journée passe dans un flou de réunions et d'appels. » Téléphonique. Eduardo annule son dîner avec des investisseurs, invoquant une urgence personnelle. À 18h30, il est de retour dans son penthouse, attendant impatiemment Victor. Cette fois, lorsque la sonnette sonne, Eduardo court pratiquement pour répondre. Victor n'est pas seul. Avec lui se trouve une femme d'une 30aine d'années, aux cheveux bouclés et aux yeux fatigués. « C'est Daniela Ferreira, » dit Victor.
Elle travaillait avec Clara Mendez à l'orphelinat Sainte-Marie, avant sa fermeture, il y a 10 ans. Eduardo les fit entrer, le cœur battant. « Merci d'être venue, Madame Ferreira. Victor m'a dit que vous pourriez avoir des informations sur Miguel Suarez. » Daniela hocha la tête, s'installant nerveusement au bord du canapé luxueux d'Eduardo. « J'étais membre du personnel junior lorsque Clara était l'administratrice. Miguel a été abandonné à l'orphelinat bébé, mais il n'a jamais été officiellement enregistré auprès des services sociaux. » Eduardo se pencha en avant. « Que voulez-vous dire ?» Clara l'a pris personnellement. C'était inhabituel. La procédure était d'enregistrer tous les enfants auprès des services sociaux, mais Clara a insisté pour garder l'arrivée de Miguel secrète. Elle a dit que c'était à la demande de la mère, qui a promis de revenir le chercher. « Avez-vous jamais vu cette mère ?» demanda Eduardo. Daniela secoua la tête. Non, Clara était la seule à s'occuper d'elle, mais il y avait des rumeurs parmi le personnel selon lesquelles la femme payait Clara pour que Miguel ne soit pas enregistré. Elle hésita. Certains d'entre nous pensaient que l'enfant avait peut-être été enlevé à quelqu'un. Mais Clara était respectée et personne ne voulait l'accuser de quoi que ce soit. Eduardo et Victor échangèrent des regards. Lorsque l'orphelinat a fermé, continua Daniela, la plupart des enfants ont été transférés dans des institutions publiques, mais Clara a emmené Miguel et quelques autres vivre avec elle. Elle a dit qu'ils étaient des cas spéciaux, et personne n'a remis cela en question, demanda Victor. Daniela baissa les yeux. Clara avait des relations dans les services sociaux. Les papiers ont été gérés. Eduardo sentit sa poitrine se serrer. Donc Miguel n'a aucun dossier officiel? Pas d'acte de naissance? Aucun que je connaisse, confirma Daniela. Seulement les documents que Clara a créés pour lui. Après le départ de Daniela, Victor fit part de ses autres découvertes. Maria Soares est effectivement retournée au Brésil après avoir quitté l'emploi de votre famille, mais elle est morte dans un accident de voiture 3 ans plus tard. Si elle était impliquée dans la disparition de Gabriel, elle a emporté ce secret dans sa tombe. Eduardo s'affaissa dans un fauteuil. Et Lucia, la supposée mère de Miguel, aucune trace d'une certaine Lucia Soares liée à Maria ou à Clara. Je continue mes recherches. Eduardo regarda la voiture jouet posée sur sa table basse. Victor, et si Miguel était Gabriel? Victor fronça les sourcils. Eduardo, les âges ne correspondent pas. Gabriel aurait 25 ans maintenant. Ce garçon n'a que 9 ans. Je sais. Mais la voiture jouet. C'est absolument celle de Gabriel. J'en mettrai ma main à couper. Victor s'assit à côté de lui. Il y a un moyen d'être sûr de tout lien entre vous et le garçon. Eduardo hocha la tête. Un test. ADN. Mais comment? Je ne peux pas simplement demander à Clara un échantillon d'ADN de Miguel. Elle soupçonne déjà que je mijote quelque chose. Laissez-moi m'en occuper, dit Victor. J'ai des contacts qui peuvent nous aider à faire cela discrètement. Mais Eduardo, il fit une pause. Préparez-vous à une déception. Cela pourrait ne pas mener où vous l'espérez. Eduardo regarda son ami, la détermination claire dans les yeux. J'ai vécu avec la déception pendant 20 ans. Ce que je ne peux pas supporter, c'est de ne pas connaître la vérité alors qu'elle pourrait être juste devant moi. Le lendemain matin, Eduardo se retrouva à conduire jusqu'à Riverside. Il se disait que c'était pour vérifier personnellement l'avancement du projet immobilier. Mais il connaissait la vraie raison. Il avait besoin de revoir Miguel. Alors qu'il s'arrêtait près de la Maison Bleue, il vit Miguel et plusieurs autres enfants jouer dans la petite cour. Le garçon aperçut immédiatement sa voiture et courut jusqu'à la clôture. « Monsieur Torres », appela-t-il, agitant la main avec enthousiasme. Eduardo descendit de voiture, souriant malgré sa nervosité. « Bonjour Miguel, comment vas-tu, aujourd'hui ?» Avant que Miguel ne puisse répondre, Clara apparut sur le perron, le visage soupçonneux. « Monsieur Torres, cette visite est inattendue. » Eduardo redressa sa cravate. « J'étais dans le quartier pour affaires et j'ai pensé m'arrêter. En fait, je voulais remercier Miguel pour la voiture jouet. Elle a beaucoup compté pour moi. » L'expression de Clara s'adoucit légèrement. Miguel finit tes corvées avant le déjeuner. Miguel grogna mais hocha la tête. Avant de s'enfuir, il regarda Eduardo. « Est-ce que la voiture vous a aidé à vous souvenir de votre frère ?» La gorge d'Eduardo se serra. « Oui, ça a été le cas. Merci. » Clara descendit du perron, s'approchant d'Eduardo d'un regard mesuré. « Que voulez-vous vraiment, monsieur ?»« Torres,
D'abord, vous essayez d'acheter nos maisons pour votre luxueux projet immobilier. Maintenant, vous vous intéressez à Miguel. Pourquoi? Eduardo décida que l'honnêteté serait peut-être sa meilleure approche, au moins une honnêteté partielle. Cette voiture jouet, elle est identique à celle que mon frère avait lorsqu'il a disparu il y a 20 ans. J'essaie de comprendre comment Miguel a pu la posséder. Le visage de Clara pâlit légèrement. Beaucoup de voitures jouets se ressemblent. C'est sûrement une coïncidence. Avec le même coup sur l'aile, la même rayure sur le capot. Ce n'est pas une coïncidence, Madame Mendes. Clara croisa les bras. Qu'est-ce que vous suggérez? Je ne suggère rien. J'essaie de trouver des réponses sur les antécédents de Miguel, sur sa mère, Lucia. Les yeux de Clara durcirent. Miguel est un bon garçon qui a eu une vie difficile. Il n'a pas besoin que quelqu'un comme vous arrive et crée des problèmes. Je ne veux pas causer de problèmes, insista Eduardo, mais j'ai besoin de connaître la vérité. La vérité? Clara rit amèrement. La vérité, c'est que des hommes riches comme vous pensent qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Nos maisons, notre intimité, même la tranquillité d'esprit de nos enfants. Vous vous fichez de qui est blessé tant que vous obtenez ce que vous voulez. Eduardo sentit sa colère monter. Mon frère de 5 ans m'a été enlevé. S'il y a la moindre chance que Miguel soit lié à ce qui s'est passé, j'ai le droit de le savoir. Ils se regardèrent, aucun ne voulant reculer. Finalement, Clara prit la parole, sa voix basse et dangereuse. « Éloignez-vous de Miguel. Si vous vous approchez de lui à nouveau, je porterai plainte pour harcèlement. Et vous pouvez oublier d'acheter cette propriété. Je mourrai avant de vous la vendre. » Sur ce, elle se retourna et rentra dans la maison, claquant la porte derrière. Eduardo resta là, frustré et en colère. Par une fenêtre, il pouvait voir Miguel observer, son jeune visage inquiet. Eduardo leva la main en un petit signe avant de retourner à sa voiture. Alors qu'il s'éloignait, son téléphone sonna. « C'était Victor. »« J'ai organisé le test ADN, » dit Victor sans préambule. « Mais nous avons besoin de quelque chose appartenant au garçon. Hein? Je veux de la salive, tout ce qui contient des cellules que nous pouvons tester. » Eduardo serra plus fort le volant. « Ça vient de devenir plus compliqué. Clara Mendez m'a interdit de voir Miguel. » Il y eut une pause au bout du fil. « Il y a une autre option, » dit Victor prudemment. « La fête de printemps de l'école élémentaire de Riverside a lieu ce week-end. Selon mes sources, Clara y emmène toujours ses enfants. Nous pourrions organiser une rencontre fortuite. » Eduardo y réfléchit. « C'est risqué. Avez-vous une meilleure idée ?» Il n'en avait pas. « Organisez ça, je serai là. » De retour à son bureau, Eduardo essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit ne cessait de revenir à Miguel et au mystère qui l'entourait. Il ouvrit les plans de développement de Riverside sur son ordinateur. La maison bleue de la rue Maple était signalée comme l'une des dernières propriétés nécessaires à la poursuite du projet. Une idée lui vint. Et s'il utilisait le développement comme levier, il pourrait proposer un marché à Clara, des informations sur Miguel en échange du maintien de sa maison. C'était manipulateur, peut-être même contraire à l'éthique, mais il était désespéré. Avant qu'il ne puisse approfondir cette idée, la porte de son bureau s'ouvrit et Camila Vega entra, magnifique dans une robe rouge signée. « Eduardo, chéri, tu n'as pas répondu à mes appels, » dit-elle, se penchant pour l'embrasser. « Sur la joue. J'étais occupé, Camila, » répondit-il, réduisant les plans de Riverside sur son écran. Elle s'installa au bord de son bureau. « Trop occupé pour le gala de charité ce soir. Tout le monde y sera. Le maire, les Anderson, les Fitzgerald. » Sa main parfaitement manucurée se posa sur son épaule. « Ce serait étrange si tu n'étais pas à mes côtés. » Eduardo avait complètement oublié le gala. Normalement, il y assisterait sans hésitation. Ces événements sociaux étaient importants pour les affaires. Mais ce soir, tout ce qu'il voulait, c'était poursuivre son enquête. « Je ne peux pas ce soir, » dit-il fermement. « Quelque chose d'important s'est présenté. » Les yeux de Camila se rétrécirent. « Plus important que de soutenir l'hôpital. Pour enfants ? Cela ne ressemble pas à l'Eduardo Torres que tout le monde admire. » Ces paroles piquèrent car elles étaient vraies. Eduardo s'était forgé une réputation non seulement d'homme d'affaires prospère, mais aussi de philanthrope, généreux. Ses dons aux causes infantiles étaient bien connus, tous inspirés par le souvenir de Gabriel. Camila sentit son hésitation et profita de l'avantage. « Juste pour 2 heures, faites une apparition, écrivez votre chèque habituel, puis vous pourrez retourner à vos...
Affaires importantes. Eduardo soupira. Très bien. 2 heures. Camilla sourit triomphalement. Je viendrai vous chercher à 8 heures. Elle s'arrêta à la porte. Et Eduardo, quoi que ce soit qui vous distrait ces derniers temps, occupez-vous-en. Le conseil commence à le remarquer. Après son départ, Eduardo s'appuya sur sa chaise, se sentant pris au piège entre son image publique et sa quête privée. Le gala de charité retarderait son enquête, mais cela pourrait aussi lui donner une occasion. Clara Mendez n'était pas la seule à avoir des relations dans les services sociaux. Peut-être que certains des responsables présents au gala de ce soir pourraient l'aider à accéder à des informations sur Miguel, à l'insu de Clara. Comme la soirée approchait, Eduardo se prépara pour le gala, tandis que son esprit s'emballait de possibilités. La voiture jouet était posée sur sa commode, tandis qu'il ajustait son nœud papillon. C'était le bien le plus précieux de Gabriel, un cadeau de leur père pour son 5e anniversaire, quelques semaines seulement avant sa disparition. « Je vais découvrir ce qui t'est arrivé », murmura Eduardo à la voiture. « Je le promets. » Le gala de charité battait son plein lorsqu'Eduardo et Camilla arrivèrent. Comme prévu, l'élite de la ville était venue en force, la salle de bal du grand hôtel scintillant de richesse et d'influence. Eduardo joua parfaitement son rôle. Charmant, généreux, l'escorte parfaite pour Camilla. Mais tout le temps, ses yeux scrutèrent la pièce à la recherche de quiconque pourrait aider sa cause. « Eduardo Torres !» tonna une voix amicale. Le maire Jenkins s'approcha, la main tendue. « Juste l'homme que je voulais voir. Votre projet. Riverside fait beaucoup de bruit dans mon bureau. » Eduardo lui serra la main. « Tout progrès rencontre une résistance, monsieur le maire, mais cela transformera un quartier en décomposition en quelque chose de magnifique. Oh, je suis tout à fait pour le progrès, dit le maire baissant la voix. Mais ces récalcitrants deviennent un problème politique. Peut-être un plan de relogement plus généreux. » Alors qu'ils discutèrent du projet, Eduardo aperçut un visage familier de l'autre côté de la pièce. Sandra Lopez, la responsable du département de la protection de l'enfance de la ville. Il s'excusa auprès du maire et se dirigea vers elle. « Madame Lopez », la salua-t-il chaleureusement. « Votre département fait un travail si important. En fait, j'espérais augmenter mon don annuel. » Sandra rayonna. « C'est une merveilleuse nouvelle, monsieur Torres. Nous pouvons toujours utiliser plus de soutien. » Eduardo la guida vers un coin plus calme. « En fait, j'ai pensé à une approche plus concrète, peut-être examiner certains des dossiers personnellement pour mieux comprendre les besoins. » Sandra sembla surprise mais ravie. « C'est exceptionnellement impliquant pour un donateur, mais nous serions ravis de votre intérêt. Je suis particulièrement préoccupé par les enfants qui pourraient en passer entre les mailles du filet, » continua Eduardo prudemment. « Ceux qui n'ont pas de documents ou de surveillance appropriée. » Le sourire de Sandra hésita légèrement. « C'est un problème complexe. Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que tous les enfants sont correctement pris en compte. » Bien sûr, Eduardo hocha la tête. Mais hypothétiquement, si quelqu'un s'occupait d'un enfant en dehors du système, que se passerait-il? Le comportement professionnel de Sandra revint. Hypothétiquement, ce serait illégal. Tous les tuteurs doivent avoir une autorisation appropriée par les tribunaux ou les services à l'enfance. Si nous découvrions une telle situation, nous enquêterions immédiatement et retirerions potentiellement l'enfant à des soins appropriés. Eduardo conserva une expression neutre, mais intérieurement, il ressentit une vague de possibilités. Si Clara n'avait aucun droit légal sur Miguel, « Je suis juste curieux du processus », dit-il calmement. Maintenant, à propos de ce don. Au moment où Eduardo quitta le gala, il avait obtenu une visite privée du département de la protection de l'enfance pour la semaine suivante et fait un don important qui avait fait chanter les louanges de Sandra Lopez. Devant l'hôtel, alors qu'ils attendaient que le voiturier apporte leur voiture, Camilla passa son bras dans le sien. « Vous avez été distrait toute la soirée », l'accusa-t-elle légèrement. « Et de quoi parlait cette conversation intense avec Sandra Lopez? Depuis quand vous intéressez-vous aux détails de la protection de l'enfance ?»« Je suis juste en train d'explorer de nouvelles voies philanthropiques, » répondit Eduardo. « Vous savez que les causes des enfants sont importantes pour moi. » Camilla étudia son visage. « Il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Nous nous connaissons depuis trop longtemps pour que je ne le remarque pas. » Eduardo envisagea de lui faire confiance. Camilla, malgré son ascension sociale et sa superficialité,
était intelligente et bien connectée. Elle pourrait être capable d'aider, mais quelque chose le retenait. C'était trop personnel, trop cru pour le partager avec quelqu'un qui n'avait même jamais connu Gabriel. C'est juste du stress professionnel, a-t-il menti. Le projet Riverside a été plus compliqué que prévu. Camilla ne le crut manifestement pas, mais laissa tomber. Eh bien, quoi qu'il en soit, ne laissez pas cela interférer avec le mariage Richardson la semaine prochaine. J'ai déjà dit à tout le monde que nous serions là. Eduardo hocha la tête distraitement. Son esprit, déjà en train de courir vers le festival du printemps de l'école élémentaire Riverside de demain. Si tout se passait comme prévu par Victor, il aurait bientôt l'échantillon d'ADN dont il avait besoin. Alors, peut-être, il commencerait enfin à élucider le mystère de la voiture jouet et du garçon qui la possédait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la ville, Clara Mendez était assise à sa table de cuisine, regardant une vieille enveloppe usée. À l'intérieur se trouvait une lettre qu'elle avait juré de ne jamais ouvrir. Une lettre laissée avec le « Bébé Miguel il y a 9 ans ». « Qu'avez-vous fait » murmura-t-elle à elle-même, la peur visible dans ses yeux. Il s'approche trop près. La lettre resta non ouverte sur la table tandis que Clara tendait la main vers le téléphone, les mains tremblantes, tandis qu'elle composait un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des années. « C'est moi », dit-elle lorsqu'une personne répondit. « Nous avons un problème. Eduardo Torres a trouvé le garçon. » Le festival du printemps de l'école élémentaire Riverside bourdonnait d'activités. Des stands colorés bordaient l'aire de jeu de l'école et les enfants se précipitaient entre les jeux et les stands de nourriture. Eduardo se tenait près de l'entrée, se sentant déplacé dans ses vêtements décontractés. Il était habitué aux costumes d'affaires et aux événements formels, pas aux foires communautaires remplies d'enfants qui criaient. Victor s'approcha, vêtu de la même manière de jeans et d'un polo. « Ils sont là », dit-il doucement, hochant, la tête vers l'extrémité de l'aire de jeu. Eduardo aperçut Clara avec un groupe d'enfants, dont Miguel. Le garçon riait, le visage peint comme un tigre. Pendant un instant, Eduardo l'observa simplement, frappé par son air insouciant, si différent de l'enfant sérieux qu'il avait rencontré dans la rue. « Souviens-toi du plan, » dit Victor. « Reste décontracté, je m'occuperai de l'échantillon. » Eduardo hocha la tête et commença à se frayer un chemin à travers la foule. Il avait presque atteint Miguel lorsqu'une voix l'arrêta. « Monsieur Torres, quelle surprise inattendue !» Il se retourna pour trouver Patricia Chen, une journaliste du principal journal de la ville. Elle avait couvert bon nombre de ses activités commerciales au fil des ans, pas toujours favorablement. « Madame Chen, vous appréciez le festival ?» Eduardo força un sourire. « Je le fais », répondit-elle, les yeux perçants, bien que je sois curieuse de savoir ce qui amène le promoteur le plus important de la ville à un festival scolaire dans un quartier qu'il essaie de démolir. Eduardo conserva son calme. « Torres Enterprises ne démolit pas de quartier, Madame Chen. Nous les revitalisons, et je soutiens de nombreux événements communautaires dans toute la ville. » Le regard de Patricia se déplaça vers l'endroit où Miguel se tenait maintenant à un stand de lancer d'anneaux. « J'ai entendu dire que vous avez passé du temps avec Clara Mendez et ses enfants en famille d'accueil. Cela n'aurait rien à voir avec le fait qu'elle est l'une des dernières récalcitrantes de votre développement Riverside, n'est-ce pas ?» L'accusation toucha désagréablement les pensées antérieures d'Eduardo sur l'utilisation du développement comme levier. « Mon intérêt pour le ménage de Madame Mendez est personnel, pas professionnel. Maintenant, si vous me permettez. » Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse poser plus de questions, mais la rencontre le laissa ébranlé. Patricia Chen était tenace et la dernière chose dont il avait besoin était l'attention des médias sur son enquête. Eduardo atteignit le stand de lancer d'anneaux juste au moment où Miguel effectuait son dernier lancer. Le garçon rata, les épaules s'affaissant dans la déception. « C'est tout dans le poignet », dit Eduardo s'approchant de lui. « Puis-je » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent de reconnaissance et de plaisir. « Monsieur Torres, êtes-vous là pour le festival ?» Eduardo paya le responsable du stand pour une autre manche. « J'ai pensé à venir y jeter un coup d'œil. Tiens, laisse-moi te montrer un truc. » Il fit une légère flexion du poignet et l'anneau atterrit parfaitement autour du goulot d'une bouteille. Miguel applaudit, son excitation attirant l'attention de Clara à plusieurs stands de là. Eduardo tendit rapidement à Miguel les anneaux restants. « À ton tour, souviens-toi, c'est tout dans le poignet. » Miguel copia la technique d'Eduardo, plaçant l'anneau suivant parfaitement. « Je l'ai fait !»
s'exclama-t-il. Le responsable du stand tendit à Miguel un petit ours en peluche. Alors que le garçon tendait la main pour le prendre, Eduardo lui offrit négligemment une serviette en papier d'un stand de nourriture voisin. « Tu as de la barbe à papa sur le visage », dit-il. Miguel s'essuya la bouche avec la serviette et la rendit à Eduardo qui la mit discrètement dans sa poche. « Mission accomplie. Miguel » appela Clara, le visage tendu de colère en s'approchant. « Je croyais t'avoir dit de rester avec le groupe. »« Désolé, tante Clara, mais regarde, ce que j'ai gagné !» Miguel brandit l'ours. Clara lança un coup d'œil à Eduardo, les yeux froids. « Je croyais m'être fait clair hier, monsieur Torres. On s'est simplement retrouvés au même stand, » répondit Eduardo calmement. « Miguel a un sacré talent pour le lancer d'anneaux. » Victor apparut, à leur côté, désamorçant la tension. « Patron, on devrait aller à cette réunion. » Eduardo hocha la tête, puis regarda Miguel. « Profite bien du reste du festival, Miguel. Et souviens-toi, tout est dans le poignet. » En s'éloignant, Eduardo sentit le regard de Clara le brûler dans le dos. Il tendit la serviette à Victor. « Ça marchera ?» Victor la mit soigneusement dans sa poche. « Parfait. Je l'emmène au laboratoire immédiatement. On devrait avoir les résultats dans quelques jours. » Eduardo observa Clara ramener Miguel auprès des autres enfants, son bras protecteur autour de ses épaules. « Elle sait quelque chose, Victor. Je le sens. Attendons de voir ce que l'ADN montrera avant de faire d'autres mouvements. » avertissait Victor. « Et fais attention à cette journaliste. Elle prenait des notes pendant ta conversation avec le garçon. » De retour dans son penthouse, Eduardo essaya de se distraire avec le travail, mais son esprit revenait sans cesse à Miguel. Le sourire du garçon, son enthousiasme, la façon dont ses yeux s'illuminaient de reconnaissance lorsqu'il vit Eduardo. Tout cela lui semblait significatif d'une manière ou d'une autre. Son téléphone sonna tard dans la soirée. C'était Sofia, son assistante. « Monsieur Torres, je suis désolé de vous déranger à domicile, mais Richard Drummond a convoqué une réunion du conseil d'administration extraordinaire pour demain matin. Il n'a pas voulu me dire de quoi il s'agissait, seulement que la présence était obligatoire. » Eduardo fronça les sourcils. Drummond était le membre du conseil le plus conservateur et s'opposait au style de direction d'Eduardo depuis qu'il avait repris la tête de l'entreprise après la mort de son père. « Merci, Sofia. Je serai là. » Après avoir raccroché, Eduardo contempla les lumières de la ville depuis la fenêtre de son appartement. Une réunion du conseil d'administration extraordinaire était inhabituelle et préoccupante. Drummond avait-il découvert la distraction d'Eduardo pour Miguel? Ou s'agissait-il de quelque chose de complètement différent? Le lendemain matin, Eduardo arriva à la réunion du conseil d'administration précisément à l'heure, affichant une confiance qu'il ne ressentait pas entièrement. Les 12 membres du conseil étaient déjà assis, leurs expressions sérieuses. « Bonjour », dit Eduardo en prenant place à la tête de la table. « Qu'est-ce qui est si urgent qu'il ne pouvait pas attendre notre réunion prévue la semaine ?»« Prochaine !» Richard Drummond, un homme aux cheveux argentés dans la soixantaine, s'éclaircit la gorge. « Monsieur Torres, il est porté à notre attention que vous vous êtes livré à des activités douteuses concernant le projet Riverside. » Eduardo conserva son calme. Douteuse en quel sens? Drummond fit glisser un journal sur la table. C'était l'édition du jour du City Times, avec un article de Patricia Chen, Torres Enterprises, utiliser des enfants comme pions dans des accords de développement. L'article détaillait les interactions d'Eduardo avec Miguel et spéculait qu'il utilisait une relation avec les enfants adoptifs de Clara pour la faire pression afin qu'elle vende sa propriété. « C'est absurde, » dit Eduardo en repoussant le journal. « Mon intérêt pour la famille Mendez est entièrement personnel et n'a rien à voir avec le développement de Riverside. Alors vous pouvez peut-être nous expliquer exactement quel est cet intérêt personnel ?» pressa Drummond. « Parce que de là où nous sommes assis, on dirait que le PDG de Torres Enterprises harcèle une femme et ses enfants adoptifs pour acquérir sa propriété. » Eduardo hésita. Il ne pouvait pas révéler la vérité sur Gabriel et ses soupçons. Concernant Miguel, pas sans preuve, et certainement pas au conseil d'administration. « Je ne suis pas libre de discuter de mes affaires personnelles, » dit-il finalement. « Mais je vous assure que mes interactions avec Madame Mendez et les enfants dont elle a la garde sont éthiques et légales. » Un autre membre du conseil, Janet Lewis, prit la parole. « Eduardo, nous sommes préoccupés par la réputation de l'entreprise. Cet article vous présente, et par extension Torres Enterprises,
comme prédateur et manipulateur. Le timing est particulièrement problématique, ajouta Michael Thompson, le plus jeune membre du conseil. Nous finalisons le dossier d'investissement pour le projet Riverside la semaine prochaine. Ce type de publicité négative pourrait effrayer les investisseurs. Eduardo regarda autour de la table, constatant l'inquiétude, et dans certains cas une satisfaction à peine voilée sur les visages des membres du conseil. Ils attendaient une occasion comme celle-ci, une chance de remettre en question son leadership. « Je comprends vos préoccupations », dit prudemment Eduardo, « et je vais y répondre. Premièrement, je parlerai personnellement à Madame Chen pour corriger les erreurs factuelles de son reportage. Deuxièmement, je me distancerai des négociations de Riverside, déléguant cette responsabilité à notre équipe de développement. Et troisièmement, je ferai une déclaration publique réaffirmant l'engagement de Torres Enterprise envers des pratiques commerciales éthiques et l'engagement communautaire. » Sa réponse sembla satisfaire la plupart des membres du conseil, mais Drummond n'avait pas fini. « Il y a encore une chose, » dit-il, la voix grave. « Le conseil estime que votre vie personnelle vous a distrait de vos responsabilités de PDG. Nous aimerions que vous fassiez un pas en arrière par rapport à la croisade personnelle que vous menez et que vous vous concentriez sur l'entreprise que votre père a bâtie. » Eduardo ressentit une bouffée de colère. « Mon père a construit cette entreprise pour créer quelque chose de significatif, pas seulement pour gagner de l'argent. Et une partie de ce qui fait le succès de Torres Enterprise, c'est notre engagement envers plus que le simple résultat net. » « De nobles sentiments, » répondit sèchement Drummond, « mais les sentiments ne satisfont pas les actionnaires. » La réunion se termina par un accord tendu. Eduardo s'attaquerait à la publicité négative et se concentrerait sur le projet Riverside, et le conseil reporterait toute autre discussion sur son leadership, pour l'instant. Alors qu'Eduardo quittait la salle du conseil, son téléphone vibra avec un SMS de Victor. « Résultat de l'ADN reçu. Rendez-vous chez vous dès que possible. » Le cœur d'Eduardo battait la chamade alors qu'il retournait précipitamment dans son penthouse. Victor l'attendait déjà, une enveloppe cachetée à la main. « Avant de vous donner ceci, dit Victor sérieusement, je veux que vous soyez préparé à tout résultat. Cela pourrait ne pas vous dire ce que vous voulez entendre. » Eduardo hocha la tête, la bouche sèche. « Je comprends, mais j'ai besoin de savoir. » Victor lui tendit l'enveloppe. Le laboratoire a comparé l'ADN de la salive de Miguel avec le vôtre, à la recherche d'une correspondance familiale. Les mains tremblantes, Eduardo ouvrit l'enveloppe et lut le rapport. Son visage se décolora. « Eduardo ?» demanda Victor. « Que dit-il » Eduardo leva les yeux remplis de confusion et de choc. « Miguel est apparenté à moi, mais pas comme je l'espérais. Ce n'est pas Gabriel, et ce n'est pas le fils de Gabriel. » Il fit une pause, luttant pour comprendre les résultats. « D'après ça, Miguel est mon neveu. » Victor fronça les sourcils. « Votre neveu ? Mais ça voudrait dire qu'il est le fils de Gabriel, » termina Eduardo. « Mais c'est impossible. Gabriel n'avait que 5 ans lorsqu'il a disparu. Il aurait eu 16 ans lorsque Miguel... Tenez, le laboratoire aurait-il pu faire une erreur ?» Eduardo secoua la tête. « Ils ont effectué le test 2 fois pour être sûrs. Il s'affaissa sur une chaise, le rapport toujours serré dans sa main. « Qu'est-ce que ça signifie, Victor ? Comment Miguel peut-il être apparenté à moi si ce n'est pas par Gabriel ?» Victor réfléchit un instant. « Il y a une autre possibilité. Miguel pourrait-il être le fils de votre père, un demi-frère que vous n'avez jamais connu ?» Eduardo le regarda. Son père, Antonio Torres, avait été un homme sévère et traditionnel, dévoué à sa famille et à son entreprise. L'idée qu'il ait pu avoir un enfant secret semblait impensable. Et pourtant, mon père a passé beaucoup de temps avec Maria Suarez avant qu'elle ne parte, dit lentement Eduardo. C'est lui qui nous a dit qu'elle était retournée au Brésil. Je ne l'ai jamais remis en question. Et le nom de famille de Miguel est Suarez, fit remarquer Victor. Le même que votre ancienne femme de ménage. Eduardo se leva et se mit à marcher. Mais Miguel a dit que le nom de sa mère était Lucia, pas Maria. Peut-être que Lucia est la fille de Maria. Cela ferait de Miguel le fils de votre demi-frère, toujours votre neveu. Eduardo passa une main dans ses cheveux, essayant de comprendre tout cela. On doit parler à Clara. Elle sait plus qu'elle ne nous le dit. Après cet article de journal, elle n'est pas susceptible de vous accueillir à bras ouverts,
avertit Victor. Eduardo prit ses clés. « Je m'en fiche. J'en ai fini avec les secrets et les demi-vérités. Il est temps d'avoir des réponses. » Le trajet jusqu'à Riverside fut tendu. Eduardo rejoua tout ce qu'il savait sur Miguel et Gabriel, essayant de relier les points. Si Miguel était son neveu, alors Gabriel devait être vivant, ou du moins, il avait vécu assez longtemps pour avoir un enfant. Ce qui signifiait qu'il n'était pas mort le jour où il avait disparu. Quelqu'un l'avait emmené, l'avait élevé. Au moment où Eduardo arriva devant la Maison Bleue, il était tôt le soir. La lumière du porche était allumée, mais la maison semblait anormalement silencieuse. Aucun enfant ne jouait dans la cour ou n'était visible à travers les fenêtres. Eduardo frappa à la porte. Pas de réponse. Il frappa de nouveau plus fort. Enfin, la porte s'ouvrit légèrement et Clara jeta un coup d'œil. Quand elle vit Eduardo, son visage se durcit. « Vous avez beaucoup d'audace à vous présenter ici après cet article de journal, » dit-elle. « Je n'y suis pour rien, » répondit Eduardo. Madame Chen a tiré ses propres conclusions et elles étaient fausses. Je ne suis pas là pour la propriété, Clara. Je suis là pour Miguel et Gabriel. À la mention du nom de Gabriel, le visage de Clara pâlit. Elle lança un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule avant de sortir sur le porche et de fermer la porte derrière elle. « Les enfants sont à un événement à l'église, » dit-elle doucement. « On peut parler, mais pas ici. Il y a un dîner à 2 pâtés de maison. Retrouvez-moi là-bas dans 15 minutes. » Avant qu'Eduardo ne puisse répondre, elle rentra à l'intérieur, claquant fermement la porte. 15 minutes plus tard, Eduardo était assis dans une cabine du Joe's Diner, un petit restaurant graisseux qui avait connu des jours meilleurs. Clara entra regardant autour d'elle avec prudence avant de s'asseoir sur le siège en face de lui. « Vous posez des questions, » dit-elle sans préambule. « Vous creusez le passé de Miguel. » Eduardo hocha la tête. « Je sais qu'il est mon neveu, Clara. Le test ADN l'a confirmé. » Clara ferma brièvement les yeux comme si elle souffrait. « J'avais peur de ça. Je l'avais prévenu que tu n'arrêterais pas avant d'avoir découvert la vérité. » « Qui as-tu prévenu? Lucia? Maria? Qui est la mère de Miguel, Clara ?» Les mains de Clara tremblaient, tandis qu'elle les enroulait autour de la tasse de café que la serveuse venait de lui déposer devant elle. « Lucia est la mère de Miguel. Et oui, c'est la fille de Maria Suarez. » Eduardo se pencha en « avant. » « Et le père de Miguel? Est-ce Gabriel? Mon frère est-il vivant? » Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « Je ne sais pas s'il est encore en vie. Je ne l'ai pas vu depuis des années. » Eduardo sentit son cœur battre, la chamade. « Mais tu l'as vu après sa disparition ?» Clara hocha lentement la tête. « Maria l'a emmené. Elle était amoureuse de ton père, Eduardo. Ils avaient une liaison depuis des mois. Quand il a rompu, elle a été dévastée et enceinte de son enfant. » Eduardo recula, stupéfait. « Lucia est ma demi-sœur? La fille de mon père et de Maria? » « Oui. Maria allait annoncer sa grossesse à ton père, mais elle l'a ensuite entendu parler au téléphone de la renvoyer au Brésil. Elle s'est sentie trahie, abandonnée. Dans sa douleur et sa colère, elle a pris la seule chose qui, elle le savait, le blesserait le plus, son plus jeune fils. » Eduardo luttait pour assimiler cette révélation. « Mais pourquoi, Gabriel? Pourquoi pas moi? Tu étais plus âgé, plus fort. Gabriel était petit, confiant, et Maria avait été comme une mère pour lui depuis la mort de ta propre mère. Il est parti avec elle de son plein gré. » Eduardo se sentit malade. Toutes ces années, il s'était torturé à cause de ces quelques minutes d'inattention au parc. Mais Gabriel ne s'était pas égaré, ni n'avait été enlevé par un inconnu. Il avait été emmené par quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un qui faisait partie de leur foyer. « Que leur est-il arrivé ?» demanda Eduardo, la voix rauque. Clara soupira profondément. « Maria a emmené Gabriel au Brésil. Elle l'a élevé aux côtés de Lucia. Quand Lucia a eu 16 ans, elle est tombée amoureuse de Gabriel. Ils ne savaient pas qu'ils étaient apparentés. Maria n'avait jamais dit à Gabriel qui était sa vraie famille, seulement que ses parents étaient morts et qu'elle l'avait adopté. Au moment où Maria a découvert leur relation, Lucia était déjà enceinte de Miguel. » Eduardo ferma les yeux, essayant d'absorber cette toile inextricable de tromperie et de tragédie. Son frère avait, sans le savoir, engendré un enfant avec sa propre demi-sœur. Quand Maria leur a enfin dit la vérité, Gabriel a été dévasté, continua Clara. Il s'est enfui. Lucia avait le cœur brisé, mais elle a décidé de garder le bébé. À la naissance de Miguel, Maria
savaient qu'ils ne pouvaient pas rester au Brésil. Il y avait trop de questions, trop de honte. Ils sont donc revenus ici où Maria avait une cousine, moi. Eduardo la regarda avec surprise. « Tu es la cousine de Maria ?» Clara hocha la tête. Elle m'a supplié de les aider à recommencer. Je travaillais à l'orphelinat à l'époque. J'ai créé de nouvelles identités pour Lucia et Miguel et ils ont vécu avec moi. Maria est retournée au Brésil pour chercher Gabriel, mais elle est morte dans l'accident avant de pouvoir le retrouver. Et Lucia, où est-elle maintenant? Clara hésita. Elle est devenue dépressive après la naissance de Miguel. La vérité sur Gabriel, sa perte, l'isolement de leur nouvelle vie, c'était trop. Elle a commencé à se droguer pour faire face. Il y a environ 5 ans, elle a disparu. Elle appelle de temps en temps pour prendre des nouvelles de Miguel, mais elle ne reste jamais assez longtemps au même endroit pour obtenir l'aide dont elle a besoin. Eduardo essaya d'imaginer le poids de tels secrets, d'une telle douleur. Miguel sait-il tout ça? Non, dit Clara fermement. Il sait seulement que sa mère a dû s'en aller et que je m'occupe de lui jusqu'à son retour. Il ne sait rien de Gabriel ni que tu es son oncle, et il ne doit jamais connaître toute la vérité. Cela le détruirait. Eduardo passa une main sur son visage. C'est bouleversant, mais Clara, il mérite de connaître sa famille. Je suis son oncle. J'ai le droit de faire partie de sa vie. L'expression de Clara se durcit. Et que vas-tu lui dire? Que son père est aussi son oncle, que ses parents sont des demi-frères et sœurs qui ne savaient pas qu'ils étaient apparentés, que son grand-père a abandonné sa grand-mère alors qu'elle était enceinte. Ce sont des vérités qu'aucun enfant ne devrait avoir à supporter. Eduardo n'avait pas de réponse à cela. L'histoire était en effet trop douloureuse, trop compliquée pour qu'un enfant de 9 ans puisse la comprendre. « Et la voiture jouait ?» demanda-t-il. La voiture jouait de Gabriel. Comment Miguel l'a-t-il eue? Maria l'a gardée toutes ces années. C'était le bien le plus précieux de Gabriel. À la naissance de Miguel, elle la lui a donné, en disant qu'elle avait appartenu à son père. C'était le seul lien que Miguel avait avec le père qu'il n'a jamais connu. Eduardo pensa à la voiture rouge posée sur sa commode à la maison. Une si petite chose avait causé tant de douleur et de révélation. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-il enfin. Clara le regarda fixement. « Cela dépend de toi. Vas-tu continuer à poursuivre cela publiquement, entraînant tous nos secrets douloureux au grand jour? Ou vas-tu laisser Miguel avoir l'enfance qu'il mérite, libéré de ce fardeau ?» Eduardo regarda son café, maintenant froid et intact. La vérité était bien plus complexe et déchirante qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il avait passé 20 ans à chercher Gabriel, à se blâmer, hanté par le mystère de sa disparition. Maintenant, il avait des réponses, mais elles apportaient de nouvelles questions, de nouvelles douleurs. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-il enfin. « Mais Clara, je ne vais pas abandonner Miguel. Il fait partie de ma famille. Le seul lien qui me reste avec Gabriel. » Clara hocha lentement la tête. « Je comprends. Mais s'il te plaît, quoi que tu décides, fais passer le bien-être de Miguel en premier. Il est innocent dans tout cela. » En quittant le restaurant, Eduardo se sentait à la fois plus léger et plus lourd. Le poids de l'inconnu avait été levé, mais il avait été remplacé par le fardeau d'une vérité trop douloureuse à partager. De retour dans son penthouse, Eduardo appela Victor pour lui raconter ce qu'il avait appris. Victor écouta dans un silence stupéfait. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Victor quand Eduardo eut fini. Eduardo regarda la voiture jouet de Gabriel, posée sur sa table basse. « Je ne sais pas, encore. Mais quoi que je fasse, ça doit être bon pour Miguel. » Cette nuit-là, Eduardo ne put pas dormir. Il arpentait son penthouse, rejouant l'histoire de Clara et essayant de concilier le père qu'il pensait connaître avec l'homme qui avait abandonné sa maîtresse enceinte. Son père avait-il jamais soupçonné la vérité sur la disparition de Gabriel? Avait-il cherché son fils tout en sachant, au fond, qui l'avait emmené? Vers 3 heures du matin, on sonna à sa porte. Eduardo ouvrit la porte pour trouver une jeune femme qui titubait légèrement dans le couloir. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux non lavés, mais son visage avait quelque chose de troublantement familier. « Vous êtes Eduardo Torres ?» demanda-t-elle, la voix rauque. Eduardo hocha la tête, soudain sûr de savoir qui elle devait être. « Vous êtes Lucia. » La femme poussa un rire amer. « Clara m'a appelé. Elle a dit que vous savez tout maintenant. » Elle le dépassa pour entrer dans le penthouse, ses yeux se baladant dans l'appartement de luxe.
Bel endroit. Je suppose que papa vous a tout laissé. Eduardo ferma la porte. Pourquoi êtes-vous là, Lucia? Elle se retourna pour le faire face et dans ses traits, Eduardo vit des échos de son père, de Gabriel, même de lui-même. Je veux savoir ce que vous comptez faire. Clara dit que vous voulez faire partie de la vie de Miguel. C'est mon neveu, et c'est le fils de Gabriel. Le visage de Lucia se durcit. Gabriel, mon frère bien-aimé, l'amour de ma vie. C'est drôle comme la vie fonctionne, n'est-ce pas? Si Maria nous avait simplement dit la vérité dès le début, sa voix s'éteignit, et Eduardo vit la douleur gravée dans chaque trait de son visage. Malgré ses paroles dures et sa posture défensive, elle était clairement brisée, hantée par la vérité d'une manière qu'il ne faisait que commencer à comprendre. « Avez-vous vu Gabriel depuis sa fuite ?» demanda Eduardo doucement. Les yeux de Lucia se remplirent de larmes. « Une fois, il y a environ 7 ans, il m'a trouvé à Rio. Il avait l'air différent, plus dur. Il a dit qu'il avait vécu dans la rue, puis qu'il avait travaillé sur des cargos. Il voulait voir son fils, mais je ne l'ai pas laissé. Et je ne pouvais pas supporter que Miguel sache qu'il ressente jamais la honte que nous avons ressentie. Savez-vous où il est maintenant? Elle secoua la tête. Il a dit qu'il allait en Europe. C'est la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Elle alla à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Vous me détestez? Pour être la raison pour laquelle vous avez perdu votre frère? Eduardo réfléchit à la question. Je ne vous déteste pas, Lucia. Vous étiez autant une victime dans tout cela que Gabriel, comme nous tous. Elle se retourna vers lui, ses yeux soudainement perçants malgré la brume de ce qu'Eduardo soupçonnait être de la drogue. Si vous essayez d'éloigner Miguel de Clara, je me battrai contre vous. Elle a été plus une mère pour lui que je ne pourrai jamais l'être. Je ne veux pas l'éloigner, lui assura Eduardo. Je veux juste faire partie de sa vie, l'aider, ainsi que Clara. Lucia l'étudia, comme si elle essayait de déterminer s'il disait la vérité. « Il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir, dit-elle enfin, quelque chose que Clara ignore. » Eduardo attendit. Gabriel m'a confié quelque chose avant son départ, une lettre pour Miguel lorsqu'il sera plus grand, expliquant tout avec ses propres mots. Elle fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe froissée, scellée. Je l'ai gardée toutes ces années, ne sachant jamais si je devais la lui donner. Elle tendit la lettre à Eduardo. Peut-être prendrez-vous une meilleure décision que moi. Eduardo prit l'enveloppe, sentant son poids, le poids de la vérité, des aveux, de l'amour d'un frère pour un fils qu'il ne pourrait jamais connaître. « Merci », dit-il doucement. Lucia hocha la tête, puis se dirigea vers la porte. « Je devrais y aller. Je ne suis pas bonne compagnie en ce moment. »« Attendez », appela Eduardo. « Laissez-moi vous aider. Il existe des programmes de traitement, de bons programmes. Vous pourriez vous en sortir, recommencer. » Lucia lui adressa un sourire triste. « Certains d'entre nous ne peuvent pas recommencer, Eduardo. Certains d'entre nous doivent simplement vivre avec ce qu'ils ont fait. » Avant qu'il ne puisse protester, elle était partie, la porte se fermant derrière elle. Eduardo resta dans son penthouse vide, tenant la lettre de Gabriel destinée au fils qui ne le connaissait pas. Quelle que soit la décision qu'il prendrait maintenant, elle affecterait non seulement sa vie, mais aussi celle de Miguel, de Clara, et peut-être même celle de Lucia et de Gabriel, où qu'ils soient. La vérité pouvait guérir ou détruire. La question était, qu'allait-elle faire à la famille brisée qu'Eduardo venait de découvrir? À l'aube, Eduardo prit sa décision. Il prit son téléphone et composa le numéro de Clara. « Nous devons parler, » dit-il lorsqu'elle répondit, « de l'avenir de Miguel et du mien. » 6 mois plus tard, la maison bleue de la rue Maple semblait transformée. Une nouvelle peinture éclaircissait son extérieur, la clôture était réparée et le jardin fleurissait de fleurs colorées. À l'intérieur, Clara aidait Miguel à faire ses devoirs à la table de la cuisine lorsqu'ils entendirent une voiture s'arrêter dehors. « Il est là !» s'exclama Miguel, sautant et courant vers la fenêtre. Clara sourit, regardant Eduardo sortir de sa voiture, portant un cadeau emballé. Tant de choses avaient changé ces derniers mois. L'homme qu'elle avait autrefois considéré comme un ennemi était maintenant un visiteur régulier, un ami de confiance et un membre important de leur famille élargie. Miguel ouvrit la porte avant qu'Eduardo ne puisse frapper. « Oncle Eduardo !» Le mot lui formait toujours une boule dans la gorge. Après de longues discussions, lui et Clara avaient décidé de raconter à Miguel une version simplifiée de la vérité, qu'Eduardo était son oncle, le frère de sa mère.
Le reste de l'histoire attendrait que Miguel soit plus âgé et puisse mieux comprendre les complexités de son histoire familiale. « Salut, champion », dit Eduardo en ébouriffant les cheveux de Miguel. « Prêt pour le grand match de demain ?» Miguel hocha la tête avec enthousiasme. « L'entraîneur dit que je pourrais même commencer. » Depuis qu'il avait découvert que Miguel était... Son neveu Eduardo s'était investi dans le rôle d'oncle, avec un dévouement entier. Il assistait au match de foot de Miguel, l'aidait dans ses projets scolaires et passait ses week-ends à l'emmener faire des excursions dans la ville. L'enfant avait prospéré sous son attention, devenant plus confiant et extraverti chaque semaine. Clara accueillit Eduardo avec une chaleureuse accolade. « Le café est frais, si tu en veux. »« Merci », répondit Eduardo en les suivant. Dans la cuisine, l'intérieur de la maison avait également été rénové, avec de nouveaux appareils électroménagers, des meubles et une deuxième salle de bain ajoutée pour mieux accueillir tous les enfants. Cela faisait partie de l'accord qu'Eduardo avait conclu avec Clara, non pas en tant que promoteur immobilier, mais en tant que membre de la famille. Le projet de développement Riverside avait été considérablement revu. Au lieu de démolir le quartier existant, Torres Enterprise rénovait désormais les maisons, améliorait les infrastructures et construisait un centre communautaire. Les résidents qui souhaitaient rester pouvaient le faire avec des prêts hypothécaires subventionnés. Ceux qui choisissaient de partir recevaient une compensation équitable et une aide à la réinstallation. Le changement de plan avait initialement choqué le conseil d'administration, mais Eduardo était resté ferme. Ce n'était plus seulement des affaires, c'était personnel. Et à sa surprise, la nouvelle approche avait suscité une presse positive et la bonne volonté de la communauté, ce qui s'était traduit par un soutien plus large aux autres projets de l'entreprise. « Comment avance le centre communautaire ?» demanda Clara en versant le café. « Dans les temps », répondit Eduardo. « Le programme parascolaire devrait être prêt à démarrer pour la rentrée scolaire à l'automne. Le centre avait été l'idée d'Eduardo, un endroit où les enfants du quartier pouvaient obtenir de l'aide pour leurs devoirs, participer à des programmes sportifs et artistiques et avoir accès à des ressources que leur famille ne pouvait peut-être pas se permettre. Clara avait accepté d'en être la directrice une fois qu'il serait ouvert. Miguel déballa son cadeau, un nouveau ballon de foot, et commença immédiatement à montrer à Eduardo comment le faire rebondir sur son genou. « Fais attention dans la maison », prévint Clara, mais elle souriait. Alors que Miguel faisait preuve de ses compétences, Eduardo pensa à la lettre de Gabriel, toujours scellée dans son coffre-fort à la maison. Il avait décidé de ne pas la partager encore avec Miguel, estimant que le garçon avait besoin de temps pour s'adapter à la vérité plus simple avant d'affronter la plus complexe. Parfois, il se demandait s'il faisait le bon choix, mais Clara avait convenu que c'était le mieux pour le moment. « Va t'entraîner dehors un peu », dit Clara à Miguel. « J'ai besoin de parler à ton oncle de choses de grand. » Une fois Miguel hors de portée, l'expression de Clara devint sérieuse. « J'ai eu des nouvelles de Lucia hier. » Eduardo posa sa tasse de café. « Comment va-t-elle » Après leur rencontre nocturne de 6 mois auparavant, Lucia avait accepté à contre-cœur d'entrer dans un programme de traitement qu'Eduardo avait organisé et financé. Son rétablissement avait été difficile, avec des revers et des luttes, mais elle progressait. « Mieux », dit Clara. « 3 mois de sobriété maintenant. Elle parle de voir Miguel bientôt. Se sent-elle prête pour ça ?» Clara hocha la tête. « Elle le pense, et je pense que ce serait bon pour lui. Il parle d'elle parfois quand tu n'es pas là. » Eduardo pensa au réseau complexe de relations qui était devenu sa famille. « Nous devrons le préparer. Et elle, j'y travaille déjà », l'assura Clara. La conseillère pense qu'une visite supervisée serait le mieux pour commencer. Leur conversation fut interrompue par le téléphone d'Eduardo. C'était Victor. « Désolé de vous déranger un samedi », dit Victor lorsqu'Eduardo répondit « Mais je pensais que vous voudriez le savoir tout de suite. Nous l'avons trouvé. » Le cœur d'Eduardo fit un bond. Au cours des 6 derniers mois, parallèlement à sa relation grandissante avec Miguel, Eduardo avait cherché Gabriel. Victor avait coordonné une enquête internationale discrète, suivant les maigres indices que Lucia avait fournis sur les derniers lieux connus de Gabriel. « Où » demanda Eduardo, la voix tendue. « Au Portugal. Un village de pêcheurs appelé Nazaré. Il travaille comme mécanicien de bateau sous le nom de Gabriel Silva. » Eduardo ferma les yeux, submergé. Son frère était vivant. Après toutes ces années,
Après toute la douleur et le mystère, Gabriel était vivant et avait été retrouvé. A-t-on ses coordonnées? Mieux que ça, répondit Victor. Nous avons une adresse et des photos récentes. Je vous ai tout envoyé par email. Après avoir raccroché, Eduardo se tourna vers Clara, qui avait observé son visage avec inquiétude. « Ils ont trouvé Gabriel », dit-il simplement. Clara haleta. « Êtes-vous sûr que c'est lui ?» Eduardo ouvrit l'email sur son téléphone et lui montra les photos que Victor avait envoyées. Bien que l'homme sur les photos soit maintenant dans la trentaine, avec une peau hâlée et une barbe, la ressemblance avec la famille Torres était indéniable. « Que ferez-vous » demanda Clara. Eduardo regarda l'image de son frère. « J'ai besoin d'aller le voir, lui parler, essayer de comprendre. » Il leva les yeux vers Clara. « Et éventuellement le ramener à la maison pour rencontrer son fils. » Clara tendit la main à travers la table et lui serra la main. Une étape à la fois. Miguel commence juste à avoir un oncle. Découvrir l'existence de son père, surtout compte tenu des circonstances, sera difficile à gérer pour lui. Eduardo hocha la tête. « Je sais. On va faire ça correctement, Clara. Pour nous tous. » La semaine suivante, Eduardo se retrouva dans un petit village de pêcheurs portugais, marchant le long d'un quai usé. L'air salé emplissait ses poumons alors qu'il cherchait le bateau que le rapport de Victor avait identifié comme le lieu de travail de Gabriel. Il le repéra près du bout de la jetée, un chalutier de taille moyenne appelé Novo Começo, nouveau début. Un homme était penché sur le moteur, le dos tourné vers Eduardo. Même de dos. Eduardo reconnut son frère à la façon dont il tenait ses épaules, la façon dont il portait sa tête. 20 années de recherche, de culpabilité et de chagrin l'avaient mené à ce moment. Eduardo prit une profonde inspiration et appela « Gabriel ?» L'homme se figea, puis se redressa lentement et se retourna. Son visage bronzé et ridé par des années passées en mer exprima le choc, puis l'incrédulité. « Eduardo ?» Sa voix était plus grave qu'Eduardo ne s'en souvenait, avec un léger accent portugais maintenant. Ils se tenaient face à face, séparés par 20 ans d'absence et quelques mètres de quai usé. Aucun des deux ne semblait savoir quoi faire ensuite. Finalement, Eduardo fit un pas en avant. « Je te cherche depuis très longtemps. » Gabriel avala difficilement. « Comment m'as-tu trouvé ?»« C'est une longue histoire, » répondit Eduardo. « Je pense que nous avons beaucoup de longues histoires à partager. » Gabriel essuya ses mains sur un chiffon, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Eduardo. « Je savais que ce jour arriverait un jour. Je ne pensais pas que ce serait toi qui me trouverais. Peut-on parler quelque part ?» demanda Eduardo. « En privé ?» Gabriel hocha la tête et conduisit Eduardo dans un petit café donnant sur le port. Ils s'assirent à une table d'angle, 2 tasses de café fort entre eux, chacun étudiant le visage de l'autre. « Tu lui ressembles ?» dit enfin Gabriel. « À papa. » Eduardo hocha la tête. « Et toi aussi. Il est parti maintenant. Il y a 5 ans. » Gabriel ne montra aucune réaction à la nouvelle de la mort de leur père. « Le savais-tu? À propos de Maria, pourquoi elle m'a emmené? » « Pas avant récemment, » admit Eduardo. « Je n'avais aucune idée de tout cela. La liaison. De pair avec Maria, Lucia, ce qui t'est arrivé après ta disparition. Pendant 20 ans, j'ai cru que tu étais mort. » Gabriel baissa les yeux sur ses mains calleuses. « Parfois, j'aurais souhaité l'être. Quand j'ai appris la vérité sur Lucia et moi, sur ce que nous avions fait. » Il secoua la tête. « Comment l'as-tu découvert ?» Eduardo lui raconta comment il avait trouvé Miguel, la voiture jouet, et le dénouement progressif des secrets de famille. Gabriel écouta en silence, son expression révélant peu de ses pensées. « Et Miguel ?» demanda Gabriel lorsque Eduardo eut terminé. « Comment va-t-il ? C'est un enfant formidable. » dit Eduardo, sortant son téléphone pour montrer des photos à Gabriel. « Intelligent, gentil, sportif, il a tes yeux. » Gabriel fixa les images, sa main tremblant légèrement lorsqu'il toucha l'écran. « Sait-il quelque chose à mon sujet ? Il sait que je suis son oncle. C'est tout pour le moment. Clara et moi avons pensé qu'il valait mieux attendre qu'il soit plus âgé pour le reste. » Gabriel hocha la tête, rendant le téléphone. « C'est sage. Aucun enfant ne devrait avoir à porter le poids des erreurs de notre famille. Est-ce pour cela que tu es resté loin? Pour le protéger ?» Gabriel regarda le port où les bateaux de pêche ondulaient sous le soleil de l'après-midi. « En partie, et en partie pour me protéger moi-même. La honte était... »
écrasante. Je n'arrivais pas à vous faire face, sachant ce que j'avais fait, même inconsciemment. Ce n'était pas ta faute, Gabriel. Tu ne le savais pas. Aucun de nous ne le savait. Les yeux de Gabriel, lorsqu'ils rencontrèrent ceux d'Eduardo, étaient remplis d'une douleur que 2 décennies n'avaient pas diminuée. Je suis tombé amoureux de ma sœur, Eduardo. J'ai eu un enfant avec elle. Savoir ou ne pas savoir n'efface pas ce fait. Eduardo tendit la main par-dessus la table, posant sa main sur le bras de Gabriel. Mais cela change la façon dont nous devrions le voir. Vous étiez tous les deux victimes de la tromperie de Maria, de l'abandon de père. Et qu'en est-il de Miguel? Le verra-t-il de cette façon lorsqu'il apprendra la vérité? C'était la question qui avait également hanté Eduardo. Je ne sais pas, admit-il. Mais je sais qu'il mérite d'avoir son père dans sa vie si c'est possible. Gabriel retira son bras. Je ne suis pas sûr de pouvoir être cela pour lui. J'ai passé les 17 dernières années à fuir ce que je suis. Je ne sais pas comment être à nouveau un Torres, encore moins un père. Tu n'as pas besoin d'être un Torres, dit Eduardo. Et tu n'as pas besoin de tout. Décider aujourd'hui. Je voulais juste te trouver, savoir que tu es vivant, te donner le choix. Ils parlèrent pendant des heures, pendant que le soleil se couchait sur l'Atlantique. Gabriel raconta l'histoire de sa vie après sa fugue. Les années difficiles dans les rues de Rio, travaillant sur des cargos, finissant par s'installer dans ce petit village portugais où personne ne connaissait son passé. Eduardo, lui, raconta comment il avait repris l'entreprise familiale après la mort de leur père, ses relations ratées et comment la découverte de Miguel avait tout changé. « Voudrais-tu au moins envisager de revenir ?» demanda Eduardo alors qu'il se préparait enfin à partir. « Pas forcément pour rester, mais pour rencontrer Miguel, pour voir Lucia. Elle reçoit de l'aide maintenant. Essaie d'aller mieux. » Gabriel resta silencieux pendant un long moment. « J'y penserai. C'est tout ce que je peux promettre pour le moment. » Ils échangèrent leurs coordonnées et Eduardo donna à Gabriel des copies des photos de Miguel. « Que tu décides, ou non de revenir, dit Eduardo. Je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de te chercher, et je ne cesserai jamais d'être ton frère. » Pour la première fois, l'expression stoïque de Gabriel se brisa. Il prit Eduardo dans ses bras dans un câlin fervent. « Tu m'as manqué, grand frère. Chaque jour. » Sur le vol de retour aux États-Unis, Eduardo se sentait à la fois plus léger et plus lourd. Il avait trouvé Gabriel, le miracle qu'il espérait depuis qu'il avait 15 ans. Mais la douleur de Gabriel était loin d'être guérie, et la voie à suivre était incertaine. Son frère trouverait-il le courage d'affronter son passé, de rencontrer son fils, de reconstruire une semblance de la famille qui avait été brisée par les secrets et les mensonges? Eduardo ne le savait pas, mais pour la première fois en 20 ans, l'avenir offrait des possibilités au lieu de simples regrets. 3 semaines plus tard, Eduardo était à son bureau lorsque Sofia le fit appeler. « Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il dit... » Sa voix trembla. « Il dit qu'il est votre frère. » Le cœur d'Eduardo s'emballa. « Faites-le entrer. » La porte s'ouvrit, et Gabriel se tenait là, paraissant mal à l'aise dans ses nouveaux vêtements, sa barbe taillée, son visage buriné, incertain. « J'ai décidé que je ne pouvais plus continuer à fuir, » dit-il simplement. Eduardo l'embrassa, trop ému pour parler. Plus tard, ce jour-là, ils étaient assis dans le salon de Clara attendant le retour de Miguel de l'école. Clara avait été choquée de rencontrer Gabriel, mais l'avait accueilli avec compassion. Ils étaient au convenu d'une approche prudente, présenter Gabriel simplement comme le frère perdu de longue date d'Eduardo pour le moment, donner à Miguel le temps de le connaître avant de révéler davantage. « Et s'il me déteste lorsqu'il apprendra la vérité ?» demanda Gabriel, ses mains triturant nerveusement. « Il pourrait être en colère, confus, reconnut Clara. Mais la haine, je ne pense pas. Miguel a le cœur bon. Nous affronterons ce jour ensemble, ajouta Eduardo, en famille. » Le bruit de l'ouverture de la porte d'entrée interrompit leur conversation. La voix de Miguel s'écria « Tante Clara, je suis rentré. » Gabriel se tendit, le visage pâle. Eduardo lui serra l'épaule de façon rassurante. Miguel entra dans le salon en courant, puis s'arrêta net lorsqu'il vit l'étranger assis avec sa tante et son oncle. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il regardait Eduardo et Gabriel, remarquant clairement la ressemblance. « Miguel, dit Eduardo doucement, je veux que tu rencontres quelqu'un de très spécial. C'est mon frère, Gabriel, ton oncle Gabriel. » Miguel s'avança prudemment. « Je ne savais pas que tu avais un autre oncle. Il a vécu très loin pendant longtemps.
expliqua Clara. « Mais il est revenu pour te rencontrer. » Miguel étudia Gabriel avec curiosité. « Tu ressembles à oncle Eduardo. » Gabriel réussit à sourire malgré sa nervosité. « Nous sommes frères. Cela arrive. » Miguel hocha la tête, puis ses yeux s'illuminèrent. « Attends ici. » Il courut hors de la pièce et revint quelques instants plus tard, tenant la voiture, jouet rouge qu'Eduardo lui avait rendu. Oncle Eduardo a dit que cela appartenait à son frère lorsqu'ils étaient petits. « C'est toi ?» Gabriel fixa la voiture jouet, ses mains tremblant légèrement lorsqu'il la prit. « Oui, » murmura-t-il. « C'était la mienne. Je ne l'ai jamais oubliée. Oncle Eduardo dit que c'est spécial parce que cela lui rappelle toi. C'est pourquoi il a été si surpris de la voir chez moi. » Gabriel regarda Eduardo, une question silencieuse dans les yeux. Eduardo hocha la tête de manière encourageante. « C'est spécial, » dit Gabriel, sa voix plus forte maintenant. « Et un jour, je te raconterai toute l'histoire de cette voiture et de la façon dont elle a rassemblé notre famille. » Miguel sourit. « Cela ressemble à une bonne histoire. »« C'en est une, » acquiesça Eduardo, regardant son frère et son neveu ensemble pour la première fois. « Une des meilleures. » Au cours des mois suivants, Gabriel s'intégra lentement à leur vie. Il loua un appartement près de la maison de Clara et trouva du travail à réparer des bateaux au port de plaisance de la ville. Il passa du temps avec Miguel, apprenant à connaître son fils sans révéler leur véritable relation. Lucia termina son programme de traitement et commença des visites supervisées avec Miguel. Les premières rencontres furent maladroites et émotives, mais progressivement ils établirent une relation prudente. Lucia ne serait jamais la mère que Clara avait été pour Miguel, mais elle devint une présence dans sa vie, une tante qui avait été malade mais qui allait mieux. Les retrouvailles de Gabriel et Lucia avaient été les plus difficiles. Larmes, récriminations et finalement un pardon fragile. Ils ne seraient plus jamais ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre, mais ils trouvèrent un moyen de coexister en tant que famille compliquée qu'ils étaient. Quant à Eduardo, le vide qui le hantait depuis 20 ans était enfin comblé. La famille Torres avait été reconstruite, pas comme avant, mais comme quelque chose de nouveau et peut-être plus fort pour avoir été brisé et soigneusement réparé. Un soir, 1 an après avoir retrouvé Gabriel, Eduardo était assis sur le perron de la maison de Clara, officiellement la maison permanente de Miguel après qu'Eduardo ait aidé Clara à l'adopter légalement. À l'intérieur, Miguel montrait à Gabriel son projet scientifique, tandis que Clara préparait le dîner. Lucia était attendue plus tard, apportant un dessert de la boulangerie où elle travaillait maintenant. Eduardo tenait la lettre de Gabriel à Miguel dans ses mains. Ils avaient décidé que lorsque Miguel aurait 16 ans, il lui dirait toute la vérité et lui donnerait cette lettre, lui permettant de comprendre ses origines compliquées lorsqu'il serait assez mûr pour les traiter. Jusqu'à ce moment-là, il continuerait à construire cette famille non conventionnelle un jour à la fois, liée non seulement par le sang et l'ADN partagé, mais par le choix, l'amour et la détermination à faire mieux que la génération précédente. La voiture. Jouette était posée sur la balustrade du perron, sa peinture rouge écaillée attrapant le soleil du soir. Ce qui avait été autrefois un douloureux rappel de la perte était maintenant un symbole de quelque chose de retrouvé. Non seulement Gabriel, mais la vérité, et une famille qui avait le courage de l'affronter ensemble. Eduardo prit le jouet, passant son pouce sur la bosse et la rayure familière. Ce qui avait été brisé ne pouvait jamais être parfaitement restauré à son état d'origine. Mais parfois, la version réparée était plus forte, plus précieuse pour avoir été perdue et retrouvée. Comme la voiture jouet, comme sa famille, comme Eduardo lui-même. La porte d'entrée s'ouvrit et Miguel sortit la tête. « Oncle Eduardo, maman est au téléphone. Elle apporte de la glace. Et oncle Gabriel dit qu'il m'emmènera pêcher sur son bateau ce week-end. » Eduardo sourit, remettant la lettre dans sa poche et la voiture jouait dans la main de Miguel qui attendait. « Dis-leur que j'arrive. » Alors que Miguel retournait à l'intérieur, Eduardo jeta un dernier coup d'œil au soleil couchant. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir était encore à écrire. Et pour la première fois, en 20 ans, Eduardo Torres attendait avec impatience chaque page fine